Si tu as envie de créer ton premier jeu vidéo sous Unreal Engine 5 ou alors que tu as déjà débuté mais que tu souhaites apprendre d'autres fonctionnalités, alors tu es vraiment tombé sur la bonne vidéo. Donc cette formation gratuite a pour but justement de vous montrer beaucoup de fonctionnalités d'Unreal Engine 5 le plus simplement possible. Donc c'est vraiment fait pour les débutants ou pour les gens qui ont un niveau intermédiaire. Et dans cette formation gratuite, on va créer notre propre jeu que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Donc ça sera un FPS et on va voir beaucoup justement de fonctionnalités d'Unreal Engine 5 via ce FPS, comme par exemple la navigation dans les menus, la création de blueprints. On va aussi mettre en place un environnement réaliste, comme vous pouvez le voir ici. Donc un système d'affichage pour l'interface utilisateur, la destruction réaliste du coup d'objets et bien plus encore. Donc au cours de la formation, c'est possible que je parle trop vite ou trop lentement. N'hésitez pas à aller dans les paramètres de la vidéo YouTube, comme ça vous pouvez justement jouer avec ce paramètre-là. Donc si je suis trop lent, vous mettez en x2 et si je suis trop rapide, vous baissez un petit peu. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Pareil, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça pourra soutenir la chaîne. Bon, assez parlé et maintenant on se retrouve dans le premier chapitre justement pour installer Unreal Engine. Donc passez évidemment si vous l'avez déjà installé, mais en tout cas on se retrouve tout de suite. Donc la première étape ça va être de télécharger l'Epic Game Store, donc on va s'y rendre tout de suite. Donc une fois que vous êtes sur l'Epic Game Store, vous allez devoir vous connecter ou vous créer un compte si vous n'êtes jamais connecté. Donc une fois que vous êtes dans l'Epic Game Launcher, ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur l'onglet Unreal Engine. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement le télécharger. Donc l'installation va prendre un peu de temps. Unreal Engine fait un peu plus de 30 Go. Donc nous, on va utiliser cette version de Unreal Engine. Donc si à l'avenir, les versions ont évolué, n'hésitez pas à télécharger tout simplement la dernière version. Il n'y a pas de souci. Et petite astuce, justement pour éviter d'ouvrir l'Epic Game Launcher à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur la petite flèche ici et vous cliquez sur créer un raccourci. Comme ça, vous n'aurez vraiment pas besoin de lancer l'Epic Game Launcher à chaque fois. Donc, une fois qu'on a lancé Unreal Engine 5, on atterrit ici. Donc, vous, ici, en fait, vous allez voir au fur et à mesure tous vos projets Unreal Engine 5 qui vont s'afficher ici. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un template. Donc, on va cliquer sur Games ici à gauche. Ensuite, ici, il y aura plusieurs projets qui seront proposés. Donc nous, pour ce tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir le first person caractère. Donc ici, vous avez plusieurs paramètres à changer. Par exemple, ici, on peut modifier le nom du projet. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, juste pour la vidéo, je vais mettre tutoriel Unreal tout simplement, tutoriel Unreal. Et ici, en fait, vous allez pouvoir choisir là où vous allez mettre justement votre projet. Vous n'avez pas besoin de cocher des options en plus comme le ray tracing, etc. On n'en aura pas du tout besoin. Pareil, C++ ou Blueprint, vous laissez tel quel. Et ensuite, vous cliquez sur Create. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le viewport. Donc pour toutes les personnes qui savent comment se déplacer dans le viewport, je vous laisse passer au chapitre suivant. En attendant, je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de base. Comment se déplacer dans le viewport, comment modifier les touches pour se déplacer. Alors déjà, la première chose, c'est quand votre curseur se déplace ici, si vous maintenez le clic droit, hop, vous allez pouvoir regarder où vous voulez, en fait, tout simplement. Et malheureusement, vu que c'est adapté pour les claviers anglais, si vous appuyez sur W, ça avance. Sauf que c'est pas très pratique et nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ZQSD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans Edit. Ensuite, on va aller dans Editor Preferences, ici. Une fois arrivé dans l'Editor Preferences, ce qu'on va taper, c'est Viewport Navigation. Hop, j'arrive pas à écrire. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà paramétré les touches, donc je vous laisse copier ce que j'ai écrit là. Donc, pour Backward, on va cliquer ici, on va appuyer sur S. Pour Down, on va appuyer sur A. Pour Forward, Z. Pour Zoom In, ça, c'est pas très utile, mais on pourrait quand même s'en servir, donc on va mettre C. Et ensuite left Q et right, on va mettre T. Voilà, maintenant vos touches sont préconfigurées pour se déplacer dans le viewport. Donc ce qu'il faut faire, c'est maintenir le clic droit. Et une fois qu'on a maintenu le clic droit, on peut se déplacer tout simplement avec Z, S, Q, enfin les touches classiques. En haut à droite, où je bouge ma souris ici, vous pouvez voir qu'il y a un 1 autour de la caméra. C'est tout simplement la vitesse de la caméra. Et en fait, ça, on peut aussi le modifier. Donc là, je me déplace moyennement vite, on va dire. Et si, avec la molette, si je maintiens clic droit et que j'augmente la molette, là, on passe à 2. Et en fait, on va tout simplement 2 fois plus vite. Et on peut faire ça jusqu'à
beaucoup trop. Donc dans ce chapitre, on va voir ensemble comment utiliser l'interface utilisateur, donc tout ce qu'il y a autour de nous. Mais avant de continuer, il y a une question qui revient souvent, c'est comment on met Unreal Engine en français. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que je déconseille, parce que la plupart des tutoriels ou la plupart des bugs que vous allez devoir résoudre, etc., toutes les solutions sont en anglais. Donc je vous conseille vraiment pas de mettre Unreal Engine en français, ça va plus vous freiner qu'autre chose en fait, tout simplement. Et ensuite, pour toutes les personnes justement qui n'ont pas d'ordinateur ou alors qui ont un ordinateur très peu puissant, vous pouvez quand même apprendre Unreal Engine 5. Juste, effectivement, c'est beaucoup mieux si on a un ordinateur assez simple, on n'a pas besoin d'une machine de guerre non plus. Mais pour toutes les personnes qui n'en ont pas, je vous conseille justement de d'écrire sur un carnet tout ce que vous apprenez. Et même les personnes qui ont un ordinateur, d'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire ça. Comme ça, vous allez vraiment intégrer le plus de choses possibles. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir qu'est-ce que le Content Browser. C'est quelque chose qui se trouve ici en bas à gauche. Et en fait, c'est tout simplement tout ce que contient votre monde. Tout va se répertorier dans le dossier Content. Donc par exemple, ici, on a First Person, euh, les bras de First Person, les armes, l'audio. Donc on a vraiment tous les dossiers que contient notre jeu. Et pour y accéder, il y a deux méthodes. Donc soit on clique sur Content Browser en bas à gauche, soit une petite astuce, on clique sur CTRL et espace en même temps. Voilà, donc je vous laisse appuyer sur CTRL et espace en même temps. Et en fait, ça va nous permettre de naviguer dans les dossiers de notre jeu. Donc en termes de dossier, c'est la même disposition que sur Windows par exemple. C'est vraiment classé de la même façon. Et du coup, une petite astuce pour trouver un objet dans votre content, tout simplement, vous sélectionnez un objet. Donc là, si je me rapproche, on voit bien que il y a une petite sélection jaune autour, donc c'est bon, je l'ai bien sélectionné. Je clique sur CTRL et B en même temps, et ça va me le mettre tout simplement dans mon Content Browser. Maintenant, on va pouvoir voir ensemble qu'est-ce que le Details Panel. Donc, quand on sélectionne quelque chose, par exemple ce mur ou ce cube, on peut voir ici qu'il y a un Details Panel. Donc en fait, le Details Panel, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les informations que contient votre objet sur votre map. Donc ici, on a la location, donc sur l'axe X. Donc on peut déplacer ça en maintenant le clic gauche et hop. Maintenant, je bouge ma souris de droite à gauche et en fait, ça fait tout simplement bouger mon objet sur l'axe X. Ensuite sur l'axe Y, hop, là, ça va bouger. Et sur l'axe Z, qui est l'axe de hauteur, ça va bouger aussi. Donc, on peut modifier tout ce qui est rotation et scale. Donc là, par exemple, s'il y a le petit cadenas activé, ça va scale tout l'objet. Mais si je veux scale uniquement l'axe X, par exemple, je peux enlever justement ce petit cadenas ici et déplacer ce petit curseur ici. On va avoir aussi l'outliner. Donc là, on ne le voit pas trop parce qu'il est un petit peu compressé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la souris ici et qu'on va tirer un peu comme ça vers le bas. Et en fait, l'outliner, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce que contient votre monde. Donc si je clique au hasard, je sais pas moi, si je clique sur celui-là et que je me déplace un peu, ah, j'ai sélectionné ce cube-là. Donc en fait, tous les objets de votre map vont se répertorier ici, tout simplement. Et du coup, aussi, ce qui est bien avec Unreal Engine 5, c'est qu'on peut tout modifier en termes de disposition. Donc, par exemple, si je veux que mon Details Panel je veux qu'il se mette à gauche, hop, j'ai juste à le déplacer à gauche. Pareil pour l'outliner, si je veux que ce soit une fenêtre externe, je le déplace ici, je lâche, et maintenant j'ai une fenêtre externe de l'outliner. Et par contre, si vous avez fait un peu n'importe quoi, ce qui va arriver à beaucoup de gens à mon avis, vous allez tout simplement dans Windows, vous descendez tout en bas, il y a Load Layout, et ensuite on clique sur Default Editor Layout. Hop, là ça va un peu relancer les paramètres de disposition. Donc ça aura sauvegardé, hein, ça ne quitte pas votre progression en termes de développement, mais par contre ça va remettre tout à zéro les dispositions. Donc ici je vais rebaisser un peu, voilà, on fait 50-50. Comme vous pouvez le voir, on a un ciel et un soleil. Et en fait, tout ça c'est vraiment modifiable. Donc par exemple, si j'ai envie de supprimer les nuages, je me dirige tout simplement vers le dossier qui s'appelle Lighting. Je clique sur mon objet et j'appuie sur la touche Supre. Ça me plaît un peu plus, donc on va laisser comme ça. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut modifier la disposition du soleil. Donc par exemple, si j'appuie sur CTRL, je vous conseille d'utiliser le contrôle à droite, vous allez comprendre pourquoi. On fait CTRL et L, donc on maintient appuyé CTRL L, et si je bouge ma souris, là je peux orienter le soleil comme je veux. Donc là ça me fait un superbe coucher de soleil, mais bon là on voit plus grand chose.
Donc on va trouver un petit entre-deux. Voilà, nickel. Et maintenant, on peut contrôler notre soleil. Ça va nous permettre justement d'ajouter une petite lumière ici. Donc comment on fait pour ajouter des objets rapidement? Ici, vous avez un cube avec un petit plus vert. Et en fait, ici, vous aurez beaucoup de choses très très utiles, notamment Quixel Bridge, on va le voir juste après. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de placer une point light. Hop, je place ma point light. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous vous rappelez tout à l'heure, quand on clique sur un objet, on a le Details panel ici. Donc si je clique sur ma lampe, je peux aussi modifier des petits paramètres. Donc par exemple, moi, Intensity Unit, c'est les unités d'intensité de la lumière. Moi, ce que je vais utiliser, c'est EV. Voilà, c'est un peu plus facile à manier. Donc on va pas trop en faire non plus. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier. Donc on peut modifier la couleur, on peut modifier la puissance, on peut modifier aussi d'autres paramètres pour rendre ça un peu plus réaliste, mais ça on y reviendra plus tard. Mais là par exemple, j'ai envie de me faire une petite LED violette, voilà. Et là, on a notre lumière violette. Le soleil, je l'ai placé vraiment juste pour ce tuto-là, donc là on va le remettre. Et si vous avez retenu, je vous laisse remettre le soleil. Donc pour ceux qui ont oublié, on fait CTRL L et on bouge notre souris où on veut. Voilà. Si moi j'ai envie de remettre les nuages, parce que bah, je regrette un peu et que j'ai pas envie de faire CTRL Z, ce qu'on va faire en fait tout simplement, c'est qu'on va aller dans Window, on va dans Environment Light Mixer, c'est tout simplement tout ce qui regroupe le ciel tout simplement. Et là par exemple, là j'ai un petit bouton qui est proposé, c'est Create Volumetric Cloud. Et là je clique dessus et on a nos petits nuages. Voilà. Donc la lumière, on n'en a pas besoin, je vais la supprimer. Mais du coup, vous allez me dire comment on fait pour jouer à son jeu. Comment on fait pour... là, on peut déplacer des objets, c'est bien. Mais comment on fait pour jouer à son jeu? Et bien, tout simplement, ici, vous avez une petite flèche verte. Vous allez cliquer dessus. Et là, on se retrouve en jeu, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur Z, on ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que les mécaniques du jeu ont été faites pour que ça soit sur un clavier anglais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça tout de suite. Pareil, là, je vous fais un peu travailler. Donc là, on aura besoin d'ouvrir le Content Drawer. Donc je vous laisse ouvrir par vous-même. Pour ceux qui ont oublié, donc soit on fait CTRL espace, ou soit on clique tout simplement en bas à gauche. Et maintenant, en fait, on va modifier justement les actions du clavier pour que ça soit adapté au clavier français. Donc là, c'est une rubrique un peu avancée. Donc on verra ça, on verra le fonctionnement de ça plus tard, mais pour l'instant, on va juste modifier rapidement les touches. Donc, on va dans le Content Drawer. Ensuite, on va dans le dossier First Person. Une fois qu'on est là, on va dans Input. Et ensuite, on va dans IMC Default. Donc, en fait, ça, ce dossier-là, c'est tout simplement euh, quelles touches vont être prises en compte par le jeu, en fait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que là, on voit IA Jump, IA Move et IA Look. IA Look, c'est pour bouger la souris, donc tout va bien. IA Jump, bah, c'est pour sauter, donc il n'y a pas de souci aussi. Et IA Move, c'est là où, en fait, on va pouvoir bouger. Donc, par exemple, W en anglais, du coup, c'est pour avancer. Donc, nous, on va remplacer ça par Z. S, c'est tout bon, c'est S. A, du coup, ça va être... Q ou D, je me rappelle plus, je crois que c'est Q. Hop, là on va tester. Là, ici d'ailleurs, ce panel, ce qui est bien, en fait, par exemple, vous êtes dans IMC Default ou alors peu importe ce que vous ouvrez, ce qui est bien à faire pour gagner du temps, c'est de le déplacer, hop, juste ici. Comme ça, on peut y accéder assez rapidement. On enregistre, voilà, et maintenant, on peut faire play. Hop, donc là, avancer, ça marche nickel, reculer aussi, gauche, droite, c'est tout bon, je me suis pas trompé dans les touches. Et comme vous pouvez le voir ici, si on se déplace sur le pistolet, hop, on peut le prendre en main et on peut tirer avec le clic gauche. Donc ça fait un petit bruitage aussi un peu fort. Donc je vais éviter de le faire en vidéo. Une astuce qui peut être vraiment utile aussi dans la création de votre jeu, c'est que par exemple, vous avez besoin de plusieurs objets en même temps, vous avez besoin de bouger plusieurs objets. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous cliquez sur un objet, hop, et vous maintenez Shift. Donc là, je maintiens Shift. Et en fait, je peux en choisir plusieurs à la fois. Et là j'ai démainteну Shift. Là, je peux déplacer mes trois objets en même temps. Donc, par exemple, si je veux les dupliquer, je peux appuyer sur CTRL D. Donc, CTRL D, je pense que vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, bah, sachez que ça, c'est utilisable dans beaucoup de logiciels, le CTRL D. C'est vraiment très pratique. Donc là, j'ai dupliqué mes trois cubes. Et il y a une autre astuce aussi, c'est que si je maintiens Alt, hop, je maintiens Alt, et là, je déplace mon objet, ça le duplique aussi. Donc ça, c'est vachement pratique pour dupliquer rapidement des objets. Et pareil, dans le Detail Panel, là, on voit Multiple. Ça veut dire que les objets
ont des données différentes. Mais par contre, si je vais dans le scale et que je modifie justement, par exemple, si je mets en scale, je mets 2, hop, ça va modifier le scale de mes 3 objets. Maintenant, dans ce chapitre, on va parler des blueprints. Donc les blueprints, qu'est-ce que c'est? Donc au lieu de taper des lignes de code toute la journée sur son ordinateur pour faire une fonctionnalité, on va réussir à le faire en quelques minutes grâce aux blueprints d'Unreal Engine. Donc les blueprints, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on construisait des Lego et que chaque Lego à la fin créait une fonctionnalité. Donc c'est hyper intuitif et ça fait gagner beaucoup de temps. Et en fait, l'avantage de ce langage de programmation, c'est que c'est vraiment accessible pour tout le monde. Donc même si on débute et qu'on n'a aucune compétence en code, en fait, ça va vraiment être utile d'utiliser les blueprints. Donc évidemment, si vous avez des connaissances en C++, ça va vous aider. Mais on n'a absolument pas besoin d'avoir des compétences de base pour commencer les blueprints. Donc les blueprints, ils vont vous faire gagner du temps. C'est une facilité en termes d'apprentissage. C'est beaucoup plus simple à apprendre que du code, parce que ça, c'est vraiment un langage visuel, les blueprints. Du coup, par conséquent, ça peut booster votre créativité, parce que une fois que vous connaissez les principes de base des blueprints, et ben, vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez, en fait. Donc évidemment, plus on veut une fonctionnalité complexe, plus on va devoir s'y connaître en blueprint, mais ça sera toujours un temps monstrueux gagné par rapport à quelqu'un qui va coder en C++. Donc maintenant, on va pouvoir lancer notre premier blueprint. Donc comment ça fonctionne? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver le blueprint de notre personnage, parce qu'en effet, notre personnage a des mouvements, a des fonctionnalités, donc il aura forcément des blueprints. Donc on fait CTRL espace pour le Content Drawer. Ensuite, on va dans Content First Person Blueprint, et là on aura notre BP First Person. En fait, si on écrit BP au début, c'est pour mieux s'y retrouver plus tard quand on naviguera dans les fichiers. Donc là, on double-clique dessus, et en fait, on va atterrir ici. Donc ici, on est dans un élément qui s'appelle l'Event Graph. Donc l'Event Graph, c'est tout simplement l'endroit où on va coder, entre guillemets, tous les déplacements de notre personnage. Donc effectivement, ça peut faire peur au début, mais je vous assure que tout ça, une fois compris, ça devient beaucoup plus facile. Ensuite, on a aussi le viewport. Donc le viewport, ça va être que contient notre acteur ou notre caractère ou notre pawn. Donc en fait, le viewport, ça va tout simplement vous montrer tous les objets que contiennent le blueprint. Donc ici, on voit qu'on a une caméra. Donc cette caméra, elle sert à, quand on joue, en fait, quand on lance le jeu, c'est la vision qu'on va avoir. Ensuite, on voit qu'on a des bras aussi qui s'affichent. Par exemple, là, si je mets play, hop, ça ouvre dans une autre fenêtre. Si je saute, hop, on voit mes bras. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement ce qu'on voit dans le viewport ici. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut intégrer notre première fonctionnalité. Donc là, on va aller dans les ventes graphes, hop, et en fait, déjà pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle des triggers. Donc en fait, le jeu va vérifier s'il se passe une action, et ensuite, il va lancer les fonctionnalités qu'on aura paramétrées derrière. Donc par exemple, une action simple qu'on pourrait mettre en place, c'est qu'on va faire clic droit ici, et ici on pourra ajouter tout ce qu'on souhaite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ajouter un trigger. Donc on veut que dès qu'une action est détectée, ensuite on lance quelque chose d'autre. Donc là, on va faire clic droit, ensuite on va taper F, keyboard event. Et en fait, on va cliquer sur ce petit F ici. Voilà. Et en fait, vous avez vu que c'est de la même couleur, c'est rouge. Donc en fait, ça va être un trigger. Donc comme vous pouvez voir ici, c'est dès que c'est là, c'est écrit pressed. Donc ça veut dire que dès qu'on va appuyer sur la touche F, il va se passer quelque chose d'autre. Et en fait, justement, pour qu'il se passe quelque chose d'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer, on va maintenir le clic gauche ici, hop, et ça va nous tirer une sorte de petit fil blanc. Et en fait, c'est ce fil blanc qui va connecter justement et qui va faire toute la logique qu'on souhaiterait voir dans le jeu. Donc pour commencer, on va faire quelque chose d'assez simple. On va tirer le fil blanc, hop, on va lâcher, et là, ça va nous proposer de rajouter quelque chose. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va mettre une fonction qui s'appelle print string. C'est tout simplement une fonction qui va vous servir tout au long de votre parcours pour débugger des choses ou connaître certaines informations. Donc là, hop, on va faire print string, hop. Et là, ici, on peut paramétrer notre message. Donc on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc là, on va se féliciter un peu. On va écrire bravo avec 2-3 points d'exclamation.
Voilà, parfait. Et une fois qu'on a rajouté notre fonctionnalité, il y a deux choses à faire. On doit compiler et sauvegarder. Donc, il y a des raccourcis pour faire ça. Donc là, par exemple, c'est écrit dès qu'on est dessus, on fait CTRL-ALT, hop, et normalement, ça compile. Donc, le raccourci pour compiler, c'est F7. Voilà. Et dès que vous faites F7, ça va compiler. Donc, essayez d'avoir le réflexe à chaque fois que vous modifiez quelque chose dans les ventes graphes de faire F7. Et en fait, CTRL-SHIFT-S, ça va justement enregistrer toute votre progression, tout le travail que vous êtes en train de faire. Donc, si vous avez plusieurs onglets différents, que vous travaillez sur des matériaux, des textures, que vous travaillez sur un objet 3D, vous faites CTRL-S et en fait, ça va tout enregistrer. Donc, ça y est, notre première fonction est enregistrée et est compilée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici dans First Person Map et on va appuyer sur Play. Voilà. Donc là, on est en jeu. Voilà, on peut se déplacer. Super. Et maintenant, si j'appuie sur F, en haut à gauche, on peut voir le petit bravo. Donc, félicitations, vous avez fait votre première fonctionnalité dans Unreal Engine 5. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'assez intuitif. Donc, on a vraiment besoin de deux choses. C'est de vérifier si une action s'est produite. Et si l'action s'est produite, ensuite, on va demander au jeu d'afficher ce qu'on veut afficher ou alors de lancer une animation ou peu importe, on peut vraiment tout programmer. Maintenant, imaginons qu'on veuille que dès qu'on appuie sur la touche F, ça allume tout simplement une petite lumière. Donc, ce qu'on va devoir faire déjà, c'est de rajouter une lumière dans le viewport ici. Donc, on va cliquer ici, on va cliquer sur Capsule Component, on va cliquer sur Add, et là, on va chercher une point light. Voilà. La point light est bien dans le viewport. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va l'activer dès qu'on appuie sur F. Alors, comment on va faire ça? Donc déjà, la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre point light et ensuite, on va la renommer. Donc, un petit raccourci pour renommer, c'est tout simplement F2. Voilà, F2, et puis là, on peut l'appeler comme on veut. Ou sinon, un peu plus simple, en fait, on fait clic droit, et là, on fait Rename. Mais je vous conseille fortement d'avoir le réflexe d'appuyer sur F2 ou même de connaître les raccourcis en général parce que sur la durée, en fait, ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler lampe de poche. Voilà, tout attaché. Ensuite, on clique sur Entrée. Et maintenant, dans les ventes graphes, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va euh, tirer une corde ici. Donc dès qu'on appuie sur F, déjà dans un premier temps, ça va faire le petit mot bravo. Et ensuite, ce que ça va faire, c'est on va prendre la lampe et on va lui dire, OK, une fois tu es visible, une fois t'es pas visible. Comme ça, si justement on enlève la lampe de notre scène, et ben, ça aura pour effet que la lampe est éteinte. Et si elle est visible, ça aura pour effet que la lampe est allumée. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de taper set visibility. Voilà, lampe de poche, c'est écrit juste à côté. Et maintenant, il va le faire automatiquement. Donc, en fait, il va saisir la lampe de poche. Et la lampe de poche, ça va être la target. Donc, est-ce que la lampe de poche sera visible, oui ou non? Ensuite, ici, on a justement une possibilité. Par exemple, c'est écrit New Visibility. Donc, dès que j'appuie sur F, quelle va être la valeur de la visibilité? Donc, est-ce que ça va être faux ou est-ce que ça va être vrai? Donc, nous, dès qu'on appuie sur F, on veut que ça soit vrai. Donc, on coche tout simplement la case. Donc là, si je résume, dès qu'on va appuyer sur F, ça va nous donner le mot bravo et ça va nous donner la nouvelle visibilité. Donc on va tester, on va appuyer sur Play et comme vous pouvez le voir, on a un petit problème parce que la lampe, ben, en fait, elle est déjà là. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, dans un premier temps, on va choisir notre lampe ici, là où on l'avait placée, et ensuite, on va lui dire qu'elle n'est pas visible. Voilà, maintenant la lampe, elle ne sera pas visible dès qu'on va lancer le jeu. Donc on compile, on sauvegarde, on fait play, et maintenant on voit qu'il n'y a pas de lampe. Et dès que j'appuie sur F, hop, la lampe s'allume. Par contre, dès que je vais réappuyer sur F, et ben ça re-rend la lampe visible. Donc ça va la rendre visible en boucle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'éteigne et ensuite qu'elle s'allume. On a juste à rajouter quelques nodes. Donc ce qu'on va rajouter, c'est tout simplement une node qui s'appelle flip-flop. Donc flip-flop, c'est quoi? C'est dès qu'on appuie une fois, ça va faire telle action. Et si on appuie une deuxième fois, ça va faire une autre action. Donc on va tirer un câble de notre trigger F. Hop, on cherche flip-flop. Voilà, c'est celui-là.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va appuyer une fois, ça va mettre notre lampe pardon, sur visible. Et la deuxième fois qu'on va appuyer sur F, et ben justement, ça va faire une autre action. Mais là, comme vous voyez, sur l'action B, du coup, sur la deuxième action, il n'y a rien qui est programmé. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça, on va faire CTRL D, hop, et en fait, ça va dupliquer juste en dessous. Bon, ça, on n'en a pas besoin, j'ai pas fait exprès. Hop, on met ça juste en dessous. Je vais y arriver. Voilà. Et ensuite, on tire la ligne B. Voilà. Et maintenant, dès qu'on appuie une deuxième fois sur F, nous, on ne veut pas que la lampe soit visible, on veut qu'elle s'éteigne. Donc, on va décocher cette case. Et là, maintenant, on va pouvoir tester. Hop, on compile, on sauvegarde et on fait play. Et là, normalement, F, ça s'allume. Et si je rappuie sur F, ça s'éteint. Et voilà, maintenant, on a notre petite lampe qui est assez cool. Voilà, super. On peut la déplacer dans le viewport hein, pour pas qu'il y ait des effets d'ombrage un peu bizarres comme ça. Mais là, c'était vraiment juste pour vous présenter la fonctionnalité. Évidemment aussi, on peut changer la couleur. Donc hop, là par exemple, je vais mettre un petit violet. On va voir si ça fonctionne. Tac, on fait play. J'appuie sur F. Et nickel, on a notre petite lampe de poche. Et tout à l'heure d'ailleurs, je vous expliquais que la fonction print string, ça vous permettait de débugger en fait votre jeu. Pourquoi ça permet de débugger votre jeu? Par exemple, là, on veut que dans l'action A, en fait, on veut que la lampe s'allume, donc on va taper lampe allumée. Et dans la fonction 2, on va taper lampe off. Voilà, nickel. Et en fait, par exemple, imaginons que on s'est un peu trompé dans notre code et on a coché cette case-là. La note print string va nous permettre de savoir si la fonction se lance bien. Donc par exemple, on fait play, on fait F, hop, là ça s'allume. Et dès que je rappuie, c'est bizarre, mais ça s'éteint. Et pourtant, en haut à gauche, c'est écrit lampe off et lampe allumée. Donc ça devrait fonctionner. Et en fait, cette indication, vu que c'est écrit lampe off, on se dit, ok, donc ça vient pas d'ici, ça vient forcément d'ici. Et en fait, c'est grâce à ce système-là qu'on va pouvoir tout simplement débugger nos fonctionnalités. Donc là, hop, je décoche et c'est tout bon. Notre première lampe sur Unreal Engine fonctionne. Maintenant qu'on a réussi à implémenter notre première fonctionnalité sur Unreal Engine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer du coup des cibles dans notre jeu. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition du coup dans la description. Je vous laisse cliquer sur le lien, ça sera facile à trouver pour télécharger tout ce qu'on a besoin. Une fois que vous avez téléchargé ce qu'il faut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, on va faire CTRL-C. Il faut bien le décompresser avant le dossier, hein. Une fois que vous avez décompressé le dossier, là, vous pourrez en prendre tout ce qu'il y a dedans. Donc, on fait CTRL-C sur Asset. On va dans Documents. Là, on va sur Unreal Project. Maintenant, on va sur Tutoriel Unreal. Voilà, ou le nom de votre projet, hein, peu importe. Et ensuite, on va dans Content. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller directement à la racine du projet. Donc voilà, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour mettre en place sur notre map nos cibles et on se retrouve tout de suite sur Unreal. Ok, super. Maintenant, il faut qu'on retrouve notre dossier pour voir si tout fonctionne. Donc là, si si je fais CTRL espace et que j'ouvre mon Content Drawer, je peux voir que dans Content, j'ai Asset. Donc nickel. Donc là, on a notre arme et on a aussi notre cible. Donc là, on va voir si tout fonctionne. Hop, là par exemple, je vais mettre en place ma cible. Et comme on peut le voir, peut-être que vous aurez aussi sûrement ce bug. En fait, vous n'avez pas... En fait, on n'a que la forme de la cible. Et donc pour ce faire, pour appliquer justement le matériau sur notre cible, on va cliquer dessus. Ça va être entouré en jaune. Ensuite, on descend un petit peu, on va voir Materials. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir le Content Drawer et on va cliquer, on va faire un clic gauche ici une fois. Une fois que c'est justement sélectionné en bleu, on reclique sur notre objet et là, on clique sur la petite flèche. Et en fait, ça va être une astuce pour gagner du temps. Par exemple, si on veut appliquer un matériau à un objet, on va pouvoir le faire directement comme ça. Moi, je trouve que c'est une des méthodes les plus rapides, mais bien sûr, il y en a d'autres. On peut aussi cliquer sur la petite flèche et sélectionner le nom du matériau de notre cible. Donc là, on voit que c'est toujours pas affiché, donc peut-être qu'il y a un problème justement avec notre matériau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici, voilà, et là on voit qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc là, on va pas s'attarder trop longtemps en fait sur les matériaux, c'est vraiment pas le but de cette vidéo, mais je vais vous montrer justement les bases, comment fonctionne un matériau. Donc en fait,
Ici, en fait, ça va être le résultat final de notre matériel. Donc, on aura la couleur de base, on aura du coup la brillance et on aura aussi les normales. Les normales, c'est quoi? C'est tout simplement l'épaisseur et la profondeur de la texture. Donc à des moments, en fait, on aura des effets de profondeur. Par exemple, quand le bois, il est un peu creusé. Donc les normales, ça vraiment, ça gère tout ça. Donc là, on voit que c'est mal chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme tout à l'heure. On va prendre la première, donc c'est Base Color. On clique ici, là, sur Texture Sample. Et ici, on voit en fait qu'on n'a pas de texture. Donc on va ouvrir le Content Drawer, CTRL espace. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Target Base Color. On reclique ici. Et là, maintenant, on clique sur la petite flèche. Voilà. Par exemple, là, si on fait Apply, on fait Continue, hop, enregistrer. Là, on n'a pas encore de résultat. Ensuite, on va faire pareil pour les autres. Donc, on va prendre Roughness. Voilà. On clique ici. On clique sur la flèche. Et maintenant, le dernier, donc c'est les Normal. On fait CTRL espace, on clique sur Normal une fois, on reclique ici, et là, c'est tout bon, on a notre matériel qui fonctionne. Donc maintenant, on fait Apply, ça c'est ultra important, on fait Apply et enregistrer, on revient sur notre map, et voilà, normalement, tout fonctionne. Une fois qu'on a réussi justement à importer notre matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier blueprint. Alors pour ce faire, ça va être assez simple, on va ouvrir le Content Drawer, hop, où est-ce qu'on va le mettre? Je pense qu'on va le mettre dans le dossier First Person et le dossier Blueprint, vu que c'est déjà organisé comme ça. Donc là, on va faire clic droit. Une fois que vous faites clic droit, il y a beaucoup de choses qui s'affichent. Pour l'instant, nous, on veut créer un blueprint. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est affiché ici. Donc, ça, c'est un peu les choses les plus utilisées. Donc, on va souvent utiliser des blueprints. C'est pour ça qu'ils l'ont mis tout en haut. Une fois qu'on a trouvé notre blueprint, on clique une fois dessus. Et là, en fait, il y a pas mal de choses qui se proposent. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois principaux. Donc il y a Actor, Pawn et Caractère. Donc tout est écrit ici, hein. De toute façon, toutes les descriptions sont écrites ici. J'espère que vous maîtrisez un minimum l'anglais. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de vous y intéresser, ça va grandement vous aider. Euh, alors déjà, pour commencer, Actor, qu'est-ce que c'est? Actor, c'est vraiment tout ce qui se trouve sur la map. Donc ça va être ce cube bleu, ça va être notre cible, ça va être le ciel, ça va être ces objets-là. Tout ce qui peut être placé sur la map, ça va être considéré comme un acteur. Un pawn, en fait, bah, c'est tout simplement quelque chose qui va pouvoir se faire contrôler par le joueur principal. Par exemple, ça peut être un drone, ça peut être une voiture. En fait, tout ce qui est contrôlable, ça va être un pawn. Et enfin, le dernier, le principal, ça va être aussi un caractère. Un caractère, c'est quoi? C'est tout simplement votre personnage principal, les personnages ennemis, etc. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Sachez juste que la plupart du temps, on va utiliser acteur et caractère. Pawn, c'est un peu moins commun, mais ça va toujours être utilisé quand même. Donc, à votre avis, si nous, on veut que notre cible soit détectée par un projectile, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va tout simplement être un acteur, vu que c'est un objet qu'on peut placer sur la map. Donc, j'ai cliqué sur acteur, et maintenant, il va nous proposer de renommer ce fichier. Donc, en fait, à chaque blueprint, vous allez commencer par cette nomenclature. Vous faites B, P, voilà, pour blueprint, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va faire le tiré du 8. Et là, on va l'appeler cible. Donc, au final, ça va être BP cible. Donc, maintenant, on va double-cliquer sur BP cible. Et comme vous pouvez le voir, déjà une bonne habitude à faire aussi quand vous ouvrez un blueprint, c'est de le mettre directement dans l'onglet juste à côté, ça sera beaucoup plus simple pour naviguer. Donc maintenant, on a créé notre BP cible, et aussi, peut-être que des fois, vous aurez cette erreur aussi. Hop, là je quitte et je reclique sur BP cible. Là, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout affiché comme d'habitude. Alors, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer sur Open Fullbox Blueprint Editor. Et de manière générale, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, etc., et que c'est pas affiché comme d'habitude, je vous invite à lire un peu tout ce qui est écrit, même si c'est en anglais. Je sais que c'est pas très intuitif au départ, mais je vous invite à lire et à cliquer sur ce genre de texte, parce que là, tout est écrit finalement. Là, je vous le dis parce que c'est pas facile de trouver au début, mais je vous invite à lire de manière générale tout ce qui est écrit à l'écran, même quand vous avez des erreurs, etc. Donc
Donc là, on va cliquer ici et hop, c'est tout bon. On a la même vision. Donc, comme tout à l'heure, en fait, à chaque blueprint, il y aura le viewport, il y aura un construction script, pardon, et il y aura un event graph. On a besoin d'une chose, déjà, c'est que notre BP cible, il nous faut la cible, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur notre map, et comme je vous avais appris au début, là, notre objet est bien sélectionné. On va faire CTRL B, hop, et là, ça nous a amené directement sur notre cible. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre cible et le glisser dans notre blueprint. Donc pour ce faire, on maintient le clic gauche, on le superpose ici, et là, on n'a plus qu'à le lâcher dans le viewport. Et voilà, nickel, notre cible est bien chargée. Mais comme vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, en fait, on n'a pas de, on n'a pas de matériel appliqué justement à notre cible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, on va cliquer sur la petite flèche et on va chercher M-8 target. Voilà, parfait. Et en fait, grâce à ça, bah, on a tout simplement notre matériel qui est chargé. Hop, là, on fait compile, sauvegarde. Nickel. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte que dès qu'on tire dessus, dès qu'un projectile est tiré sur la cible, il est détecté tout simplement. La cible détecte le fait qu'elle ait reçu un projectile. Donc pour ce faire, on va aller sur l'event graph. Donc on est là, il y a le viewport, le script et l'event graph. Nous, on va cliquer sur event graph. Et en fait, là, on peut voir qu'il y a plusieurs triggers. Alors, le trigger le plus commun, c'est l'event begin play. L'event begin play, c'est tout simplement un trigger qui va se lancer à chaque fois qu'on appuie sur play. Donc, à chaque fois que le monde est chargé, à chaque fois que la partie commence, il y a l'event begin play qui va tout simplement commencer. Ensuite, on a l'event actor begin overlap. Donc ça, c'est dès que l'acteur va rentrer en collision avec un objet. Et ensuite, on a event tick. Event tick, en fait, c'est tout simplement un trigger qui va se lancer à chaque frame de votre jeu vidéo. Donc ça, faut vraiment éviter. Ça, c'est vraiment pour des fonctionnalités très spécifiques. Mais en gros, l'event tick, c'est un trigger qui se lance à chaque image chargée de votre jeu. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que dès qu'un objet rentre en collision avec notre cible, et ben tout simplement, ça va nous afficher un message. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le viewport ici, on va sélectionner notre cible, et si on descend tout en bas, en fait, là, on a beaucoup de triggers, en fait. Et donc, une fois ici, on va trouver un trigger qui s'appelle onComponentHit. Donc, en fait, c'est à chaque fois que la cible va être touchée, là, on va lancer une action. Donc, en fait, on va tirer justement un câble, on va écrire print string, voilà, nickel, on fait entrer, et là, comme message, on va mettre cible touchée. Voilà, tout simplement. Maintenant, on fait F7 CTRL Maj S pour aller un peu plus vite. Une fois qu'on a créé notre blueprint, en fait, on va devoir le placer sur notre map. Parce que la fonction va pas fonctionner justement si on tire sur notre static mesh. Parce que ça, c'est juste un static mesh, c'est pas un blueprint, c'est pas une fonctionnalité. Donc on va dans notre content drawer. Ensuite, on recherche justement notre blueprint, BP cible. Hop, on va le mettre juste ici, on va le déplacer comme tout à l'heure, là, avec les systèmes de déplacement et de rotation ici. Hop, on fait tourner ça. Ensuite, notre static mesh, on n'en a plus trop besoin, donc en fait, on va le supprimer. Tout à l'heure, je vous avais appris, mais on va le revoir maintenant. On fait, du coup, on maintient Alt et on va sur déplacer, pardon. On maintient Alt. Là, je vais prendre la petite boule blanche au milieu et hop, je peux dupliquer tout simplement mon objet. Voilà, là, j'ai fait 3 petites cibles. On va appuyer sur Play. Et maintenant, si je prends mon pistolet et que je tire sur la cible, hop, cible touchée en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc super, ça fonctionne, sauf que petit problème, si on va justement sur notre cible, c'est quand même écrit cible touchée. Donc on va réparer ça tout de suite. Alors du coup, pour que ça fonctionne, on va dire à notre jeu, ok, il faut que tu détectes uniquement notre projectile. Donc pour ce faire, on va faire CTRL espace, on va aller dans le Content Drawer, on va aller sur notre projectile, et en fait, on voit que ça s'appelle BP First Person Projectile, c'est écrit juste là dans le carré gris. Donc on va retourner sur notre BP cible, et en fait ici, tac, alors déjà petite astuce pour déconnecter les liens, vous maintenez Alt, vous faites clic gauche sur un lien, et ça va couper le lien tout simplement. Donc nous ce qu'on veut, c'est on va appeler une fonction qui s'appelle cast to. Donc cast to, ça veut tout simplement dire
que si c'est tel objet, là, on fait l'action. Donc, par exemple, on va faire cast to BP first person projectile. Hop, là, c'est tout bon. Dans object, il va falloir le connecter aussi dans other actor. Ensuite, on connecte ça ici. Et maintenant, si on fait play, on va sur notre pistolet, on tire. C'est bon, cible touchée. Et si nous, on y va, et bah, comme vous pouvez le voir, bah, ça nous détecte plus. Donc nickel, notre fonction est bel et bien activée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que justement notre système de jeu compte combien de cibles on a touché. Donc ça, c'est ce qu'on veut dans la version finale de notre jeu. Donc pour ce faire, déjà, on va devoir créer un game mode. Un game mode, c'est quoi? C'est tout simplement l'orchestre du jeu. Donc ça va définir qui joue, quelles sont les règles, et justement, on va pouvoir implémenter aussi des fonctionnalités, par exemple pour compter le score, etc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On fait CTRL espace, on va dans le Content Drawer, et dans le dossier Blueprint, on va créer un blueprint et on va cliquer sur Game Mode Base. Donc on va l'appeler GM underscore Game Mode cible. Voilà, on fait entrer. Maintenant, on double-clique dessus et vous allez voir que à droite, en fait, on aura pas mal de, on aura pas mal d'options à modifier. Mais nous, ce qu'il nous faut, il faut qu'on choisisse quel personnage va jouer dans notre game mode. Donc pour ça, on se dirige vers Default Pawn Class. On clique sur la flèche et on va sélectionner BP First Person Character. Et BP First Person Character, juste pour rappel, c'est vraiment notre personnage qui joue, c'est le personnage qui tient l'arme, qui est déjà inclus, on va dire, dans Unreal. Ensuite, on aura autre chose aussi à saisir, c'est HUD. HUD, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera affiché à l'écran lorsqu'on aura sélectionné justement le game mode qu'on vient de créer? Donc, on va cliquer sur HUD et là, on sélectionne First Person HUD. Donc, si vous ne le trouvez pas, il sera tout simplement disponible dans le dossier que je vous avais fourni au préalable. Ensuite, on compile, on sauvegarde. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est justement sélectionner ce game mode à chaque fois qu'on joue. Donc, pour ce faire, on va aller dans notre First Person Map. Ensuite, on clique sur Window et on va se diriger sur World Settings. Une fois qu'on est sur World Settings, là, on voit Game Mode Override. Et là, en fait, on pourra choisir notre Game Mode. GM Game Mode cible. Parfait. Quelque chose de très important aussi à sélectionner dans le game mode qu'on vient de créer, c'est Player Controller Class. Donc dans Player Controller Class, c'est tout simplement comment sont gérés les mouvements du jeu. On va sélectionner BP First Person Player Controller. Et voilà. Et maintenant, si on fait compiler, sauvegarder et qu'on fait play, on peut voir que ça fonctionne. Maintenant, on a une dernière chose aussi à paramétrer, c'est on va aller dans le Content Drawer. Ensuite, on va cliquer sur First Person HUD qui sera normalement dans le dossier Asset ici. Voilà, on clique dessus. Et ici dans Texture, on va charger en fait la texture qui est juste à côté. Donc on clique dessus, hop, et là j'appuie sur la petite flèche. Maintenant, je sauvegarde, je fais play. Et là, on peut voir qu'on a une petite crosse ici qui va nous permettre de viser tout simplement. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a créé notre propre game mode, on va vouloir qu'il compte justement le nombre de cibles. Donc pour ce faire, on va utiliser des variables. Donc les variables, c'est quoi? C'est tout simplement des valeurs qui vont être stockées à un endroit de notre jeu. Nous, par exemple, là, ça va être dans notre game mode. Notre game mode va stocker différentes variables. Donc ça peut être le score, ça peut être le nombre, la vie qu'on a, ça peut être le timer. Donc ça peut être beaucoup de choses. Il y a plusieurs types de variables, donc comme on va le voir. Déjà, pour en ajouter une, on se retrouve ici, à gauche. À côté, il y a un petit plus. On va appuyer une fois dessus. Et là, ça va nous mettre de base la variable boolean. Alors, déjà, ça va me permettre de vous introduire quels sont les différents types de variables. Donc là, on va voir les plus utilisés pour que ça reste assez simple. Donc déjà, boolean, c'est quoi? C'est tout simplement une variable qui va vous dire si c'est vrai ou faux. Donc par exemple, sur une porte, est-ce que la porte elle est ouverte ou fermée? Il y a vraiment juste deux possibilités dans le boolean. Ensuite, il y a le integer, donc c'est les nombres entiers. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est un nombre entier. Et ensuite, on a float. Ça, c'est des nombres, mais à virgule. Donc ça peut être des choses un peu plus précises, comme par exemple la position de quelque chose. Donc pour l'instant, nous, on va s'arrêter sur ces trois types de variables qui peuvent déjà nous permettre de faire énormément de choses. Et en sachant tout ça, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser pour justement faire le score, sachant
que float, c'est des nombres à virgule, integer, c'est des nombres entiers, et boolean, c'est juste deux situations, donc vrai ou faux. Donc pour stocker le score, on va utiliser integer. Donc on va sur integer, on clique dessus, voilà, on va dans les ventes graphes, et par exemple, là je vais la renommer, je vais nommer ça en score, hop, et maintenant je vais glisser ma variable ici, et là je vais faire get score. Donc en fait, ce get, ça va tout simplement nous retourner la valeur de notre variable score. Donc là, si je compile, je peux modifier la valeur de base qui est du coup le score. Donc par exemple, si je modifie la valeur de base et que je mets 140, là on peut mettre un peu ce qu'on veut, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, par exemple, on va utiliser l'event begin play. L'event begin play, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va être lancé à chaque fois que le jeu va être lancé. Donc nous, on va tirer un câble, on va écrire print string, hop, et le score, on va le glisser ici dans inString. En fait, le print string va être relié justement à notre variable qui contient notre valeur 140. Et là, on demande au jeu qu'à chaque fois qu'on lance le jeu, il va nous imprimer le nombre qui est intégré. Il faut qu'il nous affiche justement la valeur de notre variable. Donc on fait compiler, sauvegarder. Et là, j'appuie sur play. Et là, vous voyez qu'en haut à gauche, on voit 140. Donc nickel, ça veut dire que notre variable est bien paramétrée. Donc nous, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est qu'à chaque fois qu'on touche la cible, ça augmente de 1 le score total. Donc pour ce faire, donc déjà, on va supprimer ça. Voilà, nickel. Event begin play, c'est pareil, on n'en aura pas besoin. Hop. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque fois qu'on touche la cible, ça augmente de 1. Donc on va tirer un câble ici et on va taper plus, plus. Donc ça va être une fonction qui va ajouter 1, tout simplement, à chaque fois qu'une action sera lancée. Donc là, je clique ici, il y a le plus, plus. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer justement un custom trigger. Donc ce custom trigger, on va l'appeler... déjà, il faut taper custom event. Voilà. Add custom event. Et en fait, cet add custom event, on va le renommer, on va l'appeler add score. Voilà. Une fois qu'on a rajouté du coup notre fonction increment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, tirer un câble et on va faire print string pour voir si tout fonctionne. Hop, on va tirer un câble ici. Et vu que notre custom trigger, eh ben, il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va se lancer, parce qu'on a juste créé un custom event et en fait, il n'y a aucune raison qu'il se lance en fait. Par exemple, là, si je fais play, je prends l'arme et que je tire directement, on a juste cible touchée parce que ça on l'avait paramétré tout à l'heure, mais ça n'affiche pas le nombre de cibles qu'on a touchées. Donc pour ce faire, c'est qu'on va se retrouver du coup dans BP cible. Et une fois dans BP cible, on va tout simplement faire un clic droit, hop, et déjà print string, on va le supprimer. On va faire clic droit, on va faire get game mode. Voilà, parfait. On va faire get game mode. Ensuite, on va faire cast ou gm. Voilà, là on va trouver notre game mode qu'on aura renommé comme tout à l'heure. Ensuite, on relie les deux pour que l'action se lance tout simplement. Et là, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de tirer un câble ici et de chercher notre fonction qui s'appelle add score. Voilà, call function. Et là, on appelle notre fonction qui s'appelle add score. Donc ce qui va se passer, c'est que si on double-clique dessus, hop, on est ramené justement à notre fonction qui est dans notre game mode. Et ça va tout simplement, normalement, afficher notre score. Donc on va tester ça tout de suite. On fait play. On va prendre notre petite arme. On tire. Hop, là on voit 141, 142, 143. Pourquoi? Parce que j'avais justement paramétré tout à l'heure notre variable sur 140. Donc on va modifier ça. On se retrouve sur notre onglet Game Mode. On va dans notre variable score. Et là, le score de base, on va le mettre à 0, tout simplement. Voilà, on va pouvoir retester. Je prends mon arme rapidement. Je tire 1, 2, 3. Et en fait, là, comme vous le voyez, on peut tirer à l'infini sur une cible. Pour rappel, nous, ce qu'on veut, c'est que dès que le joueur touche toutes les cibles, là, on a gagné. Donc, sauf que si on touche, si on dit qu'il y a 4 cibles et qu'on touche 4 fois la première cible, bah, on aura gagné aussi. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors du coup, pour faire ça, on va devoir appeler une autre variable qu'on a justement, on en a parlé tout à l'heure. En fait, c'est la variable boolean. Donc, on va l'appeler toucher, tout simplement.
Donc si la cible est touchée, bah, on veut pas que ça ajoute le score en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get touché du coup. Hop. Ensuite, on va faire clic droit. On va taper branche. Alors branche, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Hop, là, je le connecte. Donc en fait, branche, ça va tout simplement vérifier avec une condition si on effectue une action ou pas. Donc par exemple, si la cible est touchée, nous, on ne veut pas justement que ça augmente le score. Donc pour ce faire, on va connecter notre variable boolean touché dans condition. Donc là, en fait, il va vérifier justement si la cible a été touchée ou pas. Si elle a été touchée, du coup, il va faire true. Donc, il va play une action qu'on va programmer ici. Et si la cible n'a pas été touchée, dans ce cas-là, on va appeler notre fonction à la fin add score. Donc, nous, pour ce faire, du coup, il faut qu'à chaque fois que la cible soit touchée, bah, qu'elle soit set dans la position touchée, en gros. Donc, on va faire glisser notre variable ici et on va cliquer sur Set. Hop. Maintenant, on connecte false ici. Et ici, on va devoir cocher. Encore une fois, pour rappeler la fonctionnalité, dès que le projectile va toucher la cible, on va set la variable touchée sur oui. Donc, comme ça, une fois qu'elle est touchée, et ben, si la cible sera touchée, ça va jouer ce parcours-là. Ça va aller dans trou. Sauf que vu que dans trou, eh ben, il se passe rien du tout, normalement, notre fonction devrait fonctionner. Donc, on va tester ça tout de suite. On fait play. On va prendre notre petit pistolet. Là, je tire une fois dessus, ça fait 1. Si je retire dessus, on voit qu'il n'y a plus rien qui s'affiche. Donc nickel, ça fonctionne. Bon, c'est pas trop mal, notre jeu commence à prendre forme petit à petit. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très agréable visuellement, notamment pour l'affichage des scores, etc. Donc là, ce qu'on va mettre en place, c'est justement ce qu'on appelle le User Interface. Et ça va nous permettre, en fait, de modifier un peu l'interface utilisateur pour afficher, par exemple, le score ou le timer. Donc on se retrouve tout de suite dans Unreal. Alors du coup, comment afficher ce blueprint, ce user interface, comme je viens d'en parler? Donc on fait CTRL espace. Là, on va aller dans notre Content Drawer. On va aller dans notre dossier blueprint. Donc pour rappel, c'est dans Content. Ensuite, on va dans First Person et Blueprint. Et ici, on va faire clic droit. Tout en bas, vous avez User Interface. Et là, vous avez Widget Blueprint. Hop, là, on clique sur User Widget. Hop, et maintenant, on va le renommer WBP UI pour User Interface. Maintenant que c'est créé, on double-clique dessus. Et là, en fait, ça va être là où vous allez afficher tous les éléments que vous voulez afficher pour votre jeu. Donc ici, à gauche, on a la palette. Donc il y aura tous les éléments dont on aura besoin, tout ce qu'on pourrait afficher justement sur l'interface. Mais la première chose à faire à chaque fois que vous créez justement un widget blueprint, c'est de poser un canvas panel. Hop, là je prends le panel, je fais un glisser-déposer ici. Et en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement l'écran du joueur, donc tout ce qu'on voudra afficher. Donc là, la deuxième étape, ça va être justement de placer des éléments dans notre canvas panel. Donc qu'est-ce qu'on pourrait intégrer en premier? On pourrait par exemple mettre, on va mettre du texte. Donc on va mettre du texte, voilà, classique. On va renommer ça ici, on va le renommer, on va mettre euh, haut, j'arrive pas à écrire, on va mettre haut gauche. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de petite fleur ici. Et cette fleur, en fait, ça va être là où notre texte sera affiché. Donc, il va partir de ce point-là. Et ensuite, on va lui donner des informations en termes de mesure ici. Donc là, ça va être mis en haut à gauche. Et par exemple, si justement ici, je fais dupliquer, donc je clique ici, je fais CTRL D. Hop, là, on aura encore un texte en haut à gauche. Celui-là, on va le mettre au droite. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement justement ce qu'on appelle des anchors. Donc là, c'est ici. Et en fait, si je sélectionne haut droite et que je vais prendre ce petit carré blanc en haut à droite, ça va le mettre ici. Sauf que là, il est resté ici. Pourquoi? Parce que ici, nos positions ne sont pas réinitialisées. Donc on réinitialise la position X, on réinitialise la position Y. Et là, on peut redéplacer notre texte là où on le souhaite.
Et du coup, là, par exemple, si on enregistre et qu'on fait play, il n'y a rien qui est affiché. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que dans notre game mode, à chaque fois qu'on lance le jeu, ça affiche notre blueprint. Donc déjà, on va faire clic droit, Event, Begin Play. Hop. Event Begin Play, pour vous rappeler, c'est tout simplement le trigger qui va se lancer à chaque fois qu'on appuie sur Play. Donc là, on va tirer un câble et on va faire Create Widget. Voilà, Create Widget. Et dans ce Create Widget, nous, on va sélectionner justement le widget qu'on vient de créer. Donc c'est WBP underscore UI. Ensuite, là, si on fait compiler et sauvegarder et qu'on lance, ça ne va pas l'afficher parce qu'en fait, une fois qu'on l'a créé, il faut qu'on l'ajoute justement au viewport. Donc, on va tirer un câble d'ici et on va écrire add to viewport. Voilà, nickel. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on va lancer le jeu, en fait, le blueprint, le widget blueprint va s'afficher. On va tester ça tout de suite. Hop, et là, on peut voir que au gauche et au droite, ça fonctionne. Et du coup, maintenant, on va voir à quoi servent ces anchors. Donc, dès qu'on va appuyer sur play, là, par exemple, si je modifie la taille de la fenêtre, on peut voir que ça reste bien en haut à gauche et c'est vraiment, en fait, ça s'adapte à l'écran. Donc ça va vraiment servir à ça, les encres pour les textes ou les images, etc. On pourra centrer, on pourra par exemple centrer aussi des images, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper utile. Et donc nous, pour rappel, ce qu'on voulait, c'était afficher notre score. Donc ici, là, on va pouvoir supprimer ce texte au droite, hop. Et ici, on va nommer ça score, hop. Donc on le renomme à droite ici, score, deux points. On fait clic gauche n'importe où. Et là, par exemple, déjà, je vais le repositionner un peu mieux. Là, à mon avis, ça sera un peu petit, donc on va aussi augmenter la taille du texte. Donc on va dans Font, et là, dans Size, on augmente un peu. Je pense que là, c'est pas trop mal. On va faire compiler play pour voir. Nickel. C'est un petit peu trop gros, je vais baisser un peu. Voilà, parfait. Je pense que 64, c'est nickel. Voilà, parfait. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est justement que le score, du coup, s'actualise en fonction de notre score en tant que joueur. Donc, pour ce faire, déjà, on va renommer ça ici. Donc, le texte qu'on a mis ici, on va renommer ça, on va l'appeler score. Ah, j'arrive toujours pas à écrire. Score, voilà. Et ici, en fait, à droite, on va cocher is variable. Is variable, ça veut tout simplement dire que on pourra modifier justement ce texte un peu plus tard et on en aura besoin tout de suite d'ailleurs. Donc on coche is variable, on va dans graph et là en fait vous aurez quelques triggers, quelques events et en fait on va tout supprimer tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est prendre la variable score, on va faire get, et ensuite on va tirer un câble et on va faire set text, et on sélectionne celui-là, là, set text text. On clique dessus, on va avoir besoin du coup d'un trigger, d'un event, et l'event qui ressemble un peu à event begin play pour les widgets blueprint, c'est event construct. Donc on fait clic droit et on tape event construct. Voilà, parfait. Et là, on clique ici. Et maintenant, le texte ici, on peut le modifier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire test, hop, test, changement. Voilà. Là maintenant, on compile, on sauvegarde et on lance. Et là, on voit que ça a changé notre texte, donc nickel, ça fonctionne bien. Sauf que nous, maintenant, c'est qu'on veut que ce soit le score qui soit affiché. Donc déjà, nous, on va supprimer Event Construct, on va faire clic droit, et on va chercher un Custom Event, un peu comme tout à l'heure. Et celui-là, on va l'appeler Update Score. Voilà, parfait. Mais avant de les relier, en fait, on va devoir aussi faire comme tout à l'heure, c'est on va devoir appeler entre guillemets notre game mode. Donc on va faire clic droit, on va faire get game mode, voilà. Hop. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir toutes les variables qui sont dans notre game mode. Donc là, on tire un câble ici et on fait cast to gm, hop, cast to gm game mode cible. Et là, on connecte ça ici, voilà. Là, je vais un peu les espacer. Et là, du coup, enfin, on va pouvoir appeler notre score. Donc là, on va chercher notre variable qui s'appelle getScore. Voilà. Et là, on va la connecter au texte, tout simplement. Hop, là, on connecte les deux blueprints. Voilà, là, je fais un peu de rangement.
Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va pas s'afficher parce que notre custom event, il est jamais appelé, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le game mode et ensuite ici, hop, on va déconnecter ces deux-là. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est que justement le blueprint s'update en temps réel. Donc on va cliquer ici, hop, on va faire promote to variable. Ça va nous créer une variable du coup de type blueprint user interface qu'on va renommer user interface. Voilà. Donc là, on connecte ici et ici. Une fois qu'on a fait ça, du coup, il va falloir appeler notre custom event. Donc le print string de tout à l'heure, on le supprime. Et ici, on va appeler notre custom event qui s'appelle update score. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, bah, il n'y a rien qui s'affiche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher cette case. Voilà, et là, on va pouvoir le voir. En fait, cette case, elle permet de faire le tri pour pas afficher trop de fonctionnalités d'un coup. Elle a une certaine logique qui fait en sorte que ça va vous afficher tout ce qui est, entre guillemets, compatible avec ce que vous êtes en train de faire. Mais des fois, c'est un peu mal, c'est un peu mal fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décocher cette case. Et là, on va pouvoir avoir notre fonction update score. Et dans target, du coup, on va justement, on va cibler notre user interface. Voilà, on fait compiler, tac. Et là, si on fait play et qu'on va prendre notre petite arme et qu'on tire, comme vous pouvez le voir là, c'est connecté à notre variable qui gère les scores justement. Donc si je retire dessus, hop, ça ne rajoute pas. Si je tire sur la deuxième, ça fait 2. Et là, ça fait 3. Donc nickel. Sauf que nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est que ça affiche le mot score, puis notre score. On ne veut pas que ça affiche le chiffre directement. Donc pour ce faire, on va aller dans le widget blueprint ici. Hop, que je vais sauvegarder d'ailleurs. Et déjà, ça, on va pouvoir le supprimer. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler du coup une node qui s'appelle append. Hop, là, je décoche ici. Là, append string, voilà, parfait, nickel. Donc en fait, append, c'est tout simplement une fonction pour afficher du texte, pour combiner en fait des mots, tout simplement. Donc le premier mot, ça va être score, 2 points. Et le deuxième mot affiché, ça va être notre score. Donc on connecte tout simplement notre score, notre variable score ici. Et là, normalement, si tout se passe bien, si je fais play, hop, là, je prends mon arme, hop, c'est tout bon. Ça affiche bien le score plus le chiffre. Là, le code fonctionne, mais on pourrait faire un petit peu plus simple. Donc pour ce faire, on va supprimer du coup cast2 ici. On va supprimer aussi ça. Et on va même supprimer ça. Voilà, nickel. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup intégrer une variable dans notre custom event. Alors pour ce faire, on va aller cliquer sur update score. On va appuyer sur le petit plus ici. Et là, on va choisir integer. Voilà. Et là, on va l'appeler du coup euh, score custom event. Voilà, nickel. Et là, en fait, on va connecter notre score au custom event. Voilà, parfait. Sauf que là, ça ne va pas marcher parce que le score custom event, c'est une variable qui n'est pas programmée en fait. Donc pour la programmer, on retourne du coup dans notre blueprint game mode. Et là, comme vous pouvez le voir, dans update score, là, le custom event qu'on a appelé dans notre game mode, en fait, on peut justement connecter notre variable score à notre custom event. Et là, si on fait compiler, sauvegarder et qu'on fait play, on va prendre notre arme et on tire dessus. Voilà, parfait. Donc là, ça fonctionne avec un code beaucoup plus lisible, tout simplement. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que dès qu'on atteint justement toutes les cibles, dès qu'on a placé toutes les cibles et qu'on a réussi à tirer sur chacune d'entre elles, on veut qu'on gagne. Donc pour ça, il va falloir avoir le nombre total des cibles présents sur la map. Alors pour ce faire, c'est assez simple. On va créer une nouvelle variable qui va s'appeler score maximal. Voilà, on va faire score maximal. Voilà, on fait entrer. Ensuite, on va tirer un peu vers l'arrière l'event begin play et on va faire get all actors of class. Voilà, parfait. Et là, en fait, on va choisir justement get all actors of class. Ça va justement lister tous les acteurs qu'on va choisir au préalable dans cette liste juste ici. Donc nous, on veut qu'il compte tous les acteurs qui s'appellent BP cible.
Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lister tous les acteurs. Ce petit logo-là, en fait, ça c'est tout nouveau, mais en fait, ça va justement, ça s'appelle un array. En fait, un array, ça va nous permettre de lister tous les acteurs qu'on a sélectionnés ici. Donc nous, on aura besoin d'une fonctionnalité supplémentaire qui s'appelle length. Hop, length, voilà, parfait. Donc on va reculer encore un peu ça ici. Et maintenant, on va réappeler notre variable et on va cliquer sur set score maximal. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va lancer le jeu, hop, là je connecte ça ici, dès qu'on va lancer le jeu, déjà, il va lister tous les acteurs. Ensuite, il va les convertir en chiffres. Et ensuite, il va du coup modifier notre variable qui s'appelle set max score. Donc pour vérifier justement s'il affiche bien le nombre total de cibles présents sur la map, nous on va faire un print string, voilà, parfait. Et ensuite, on va lier du coup notre variable dans le mot à afficher. Voilà, parfait. Et maintenant, on compile, on sauvegarde, on fait play. Et maintenant, on voit qu'en haut à gauche, c'est écrit 3. Donc, nickel, ça marche bien. Notre score maximal est paramétré automatiquement. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de le paramétrer à chaque fois. Il va juste automatiquement compter le nombre de cibles présents sur la map. Et donc, ce score maximal, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'afficher en jeu, tout simplement. Donc pour ce faire, on double-clique sur notre fonction, notre custom event qu'on a appelé update score. Donc on double-clique dessus. Et là, on va réajouter une input et on va l'appeler score maximal. Voilà, parfait. Maintenant, ce score maximal là, en fait, ça serait bien qu'on l'affiche à l'écran pour que le joueur sache combien de cibles il doit toucher, tout simplement. Donc là, on va cliquer sur le petit plus ici. Hop, ici, on va mettre un slash. Hop, on va réappuyer dessus. Et là, en fait, on va connecter notre variable score maximal ici. Mais là, ça va pas fonctionner vu que dans notre game mode, on n'a pas mis la variable maximale. Donc, on fait hop, get score maximal. Voilà. Et là, c'est tout bon. Normalement, si on fait play, on va tester ça tout de suite. Voilà, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, ce qu'on veut, c'est que dès que le joueur, justement, touche toutes les cibles, on va lui afficher un écran, justement, où on va le féliciter. On va dire bravo, tu as touché toutes les cibles. Ou alors, fin du jeu, bravo. Donc, pour ce faire, on va se rendre, du coup, dans le game mode cible. Ensuite, après le update score, on va mettre une branche. Voilà. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en code, branche, c'est, comme vous avez pu le voir, c'est comme un if en fait. Donc, s'il y a une condition qui est remplie, on fait un certain scénario. Si la condition n'est pas remplie, on fait un autre scénario. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que si, par exemple, le score est égal au score maximal, ça veut dire que là, on serait à 3 sur 3. Donc, on va faire hop, get score et get score maximal. Donc, si ces deux scores sont égaux, on affiche justement à l'écran, bravo, tu as gagné. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, on va tirer un câble et on va écrire égal. Voilà, les deux égales ici. Et maintenant, on va connecter lui ici aussi. Tac. Et là, on va l'écrire dans cette condition. Donc maintenant, dès que ça sera vrai, on va faire print string et on va écrire bravo, tu as gagné. Voilà. Hop, maintenant on compile, on sauvegarde et on fait play. On va prendre notre petit pistolet. 1, 2, 3. Et là, bravo, tu as gagné. Donc nickel, notre fonction marche parfaitement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est un peu comme tout à l'heure. On va créer du coup un widget blueprint pour afficher notre écran de fin. Voilà. Donc on va supprimer le print string. Ensuite, on va faire CTRL espace. Et là, on va créer, on va dans User Interface, Widget Blueprint. Hop, on clique ici et on va l'appeler WBP Screen. Voilà, parfait. On double-clique dessus. Et là, comme je vous avais dit tout à l'heure, il faut toujours ajouter un Canvas Panel. Voilà, maintenant le Canvas Panel est ajouté. Et on va ajouter du coup aussi du texte. Donc on va taper texte. Voilà, tac. Là, on va le mettre ici. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt le mettre vers le centre. Donc on va le mettre ici. Hop, là, les positions, on va les réinitialiser, X et Y. Voilà, donc là, on va bouger un peu ça. Où est-ce qu'on va le mettre? En vrai, au centre, c'est très bien.
On va peut-être le décaler un peu comme ça. Voilà, parfait. Au niveau de la size, on va mettre peut-être voilà, 64. On va redéplacer ça un petit peu. Ici, on va mettre ça là. Voilà, nickel. Et en texte, on va mettre gagné, tout simplement, avec un petit point d'exclamation. Voilà, maintenant c'est bien affiché. Et du coup, on va faire comme tout à l'heure. Donc là, je fais compile, je fais contrôle maj sauvegarder, comme ça sauvegarde tout ce que j'étais en train de faire depuis le début. Et du coup, on retourne dans le game mode cible. Et du coup, si c'est vrai, maintenant, on va faire comme tout à l'heure. Donc, create widget, hop, voilà, parfait. On va sélectionner notre widget qui s'appelle WBP End Screen qui est là. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous tapez tout simplement. Et là, on va créer aussi Add to Viewport. Voilà, parfait. Et la target, on va la connecter aussi. Donc maintenant, on va tester ça en direct. Voilà. Hop, on tire une fois, deux fois, trois fois. Et hop, on a notre widget qui s'affiche. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une fonctionnalité. Donc, on va ajouter un bouton, soit pour quitter le jeu, soit pour restart. Donc là, on va juste ajouter un bouton pour restart le jeu. Alors, du coup, pour ajouter un bouton qui va restart le game, on va aller dans, du coup, notre widget blueprint. Je vais fermer ça et je vais fermer tout ça aussi. Voilà. Nickel. Donc, en fait, on va ajouter un bouton. On va chercher ici, bouton. Voilà. On va l'ajouter dans le canvas panel. Ensuite, dans le bouton, on va aussi mettre du texte. Hop, je maintiens sur le bouton, je lâche. Et là, on va voir qu'il y a du texte justement sur notre bouton. Notre bouton, on va le mettre aussi au centre. Voilà, on réinitialise toujours les valeurs ici. Ensuite, on va modifier un peu la position Y. On va le placer ici. En X, on va le placer par là. Voilà, parfait. Et ça, on va le mettre aussi centré. Donc ça, c'est centré de base ici, donc c'est nickel. Hop, on va modifier le texte. Donc le texte, on va écrire recommencer. Voilà, nickel. Et là, en fait, ça dépasse un peu. Donc on va modifier la taille de la box. On va ici et on modifie la taille comme ça. Voilà, parfait. On va repositionner ça un peu mieux. Nickel. Mais ce bouton, il faut aussi que ce soit une fonctionnalité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Et là, on a justement des events qui sont proposés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on clique dessus, voilà, unclicked, on va justement faire open level et on fait open level by object reference. Et ici, en fait, il va falloir qu'on sélectionne notre level. Donc notre level s'appelle first person map. On cherche first person map. Voilà, nickel. Et là, on va essayer. Donc on fait play. Je prends le pistolet. Et là, comme vous pouvez le voir, notre bouton est là. Sauf qu'on ne peut pas cliquer dessus, en fait. On est toujours en jeu. Donc, pour que tout ça soit fonctionnel, il va falloir faire plusieurs choses. Il va falloir couper, du coup, les contrôles du joueur. Et il va falloir montrer la souris, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour faire ça, on va aller, du coup, dans notre game mode. Et là, on va tirer un câble, du coup, sur cette section-là. Là. Après add score, on va tirer un câble qui s'appelle set mode UI only. Voilà. Set input mode UI only. Voilà, c'est celui-là. Et du coup, dans widget to focus, soit on choisit ici un widget, soit on tire un câble ici. Voilà, parfait. Et là, comme vous pouvez le voir, les câbles ils se superposent en fait. Et du coup, pour rendre ça un peu plus beau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer. Voilà, nickel. On double-clique ici aussi. Et là, en fait, on peut remodeler les points. Donc ça, je vous conseille de faire ça pour améliorer la lisibilité de vos blueprints. Ça vous servira pour plus tard. Et il va falloir aussi, du coup, lui dire quel est le joueur. Donc nous, on va tirer un câble ici. On va faire get player controller. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va choisir le joueur qui joue actuellement. Donc là, je suis un peu maniaque, je vais mettre ça ici. Voilà. On chipote, hein, mais c'est vraiment juste pour vous montrer que c'est très important d'organiser ces blueprints pour s'y retrouver tout simplement parce que quand on a un blueprint hyper complexe, etc., il faut absolument qu'on s'y retrouve. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il va falloir aussi qu'on nous montre la souris. Il faut que la souris soit visible. Donc on va tirer un câble de GetPlayerController et on va faire set mouse
set show mouse cursor. Voilà, parfait. Et maintenant, on va connecter ça ici et on va l'activer. Comme ça va nous montrer la souris. Hop, là, je réorganise aussi un peu. Je double-clique et on déplace. Maintenant, on peut compiler et regarder si ça fonctionne. Voilà. Et maintenant, c'est nickel, on a notre souris. Et si je clique sur recommencer, hop, ça restart le level. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, on peut plus bouger tout simplement. Donc là, il va falloir qu'on réintègre les inputs. Donc pour ce faire, du coup, on retourne dans l'Event Begin Play. Voilà, on tire un peu ici. Et en fait, ce qu'on va dire au jeu, c'est à chaque fois que tu te lances, et tu actives justement tous les inputs que tu as besoin pour déplacer le joueur. Donc on va tirer un câble ici, on va faire set input game only. Voilà, ici. Tac. Et dans player controller, on tire un câble ici et on fait get player controller. Ça, en fait, get player controller, c'est vraiment juste une fonction qui va appeler le joueur avec lequel on joue, tout simplement. Mais là, en faisant ça, on aura quand même un bug, je vais vous montrer. Par exemple, là, je tire sur la première cible, la deuxième, et si j'avance et que j'appuie, là, vous voyez, là, j'ai gagné, mais le joueur avance tout seul. Donc, le truc qu'il va falloir faire, c'est de tout simplement désactiver complètement les mouvements du joueur. Donc, pour ce faire, on va ici, tac, on suit get player controller, on va ici, hop, et on va taper set ignore move input. Voilà, parfait. Tac, on va connecter ça ici. Donc on compile, on sauvegarde et on fait play. Je tire une fois, deux fois et là j'avance trois fois. Et là c'est bon, mon joueur est stoppé. Et quand je clique sur recommencer, bim, on est bien au départ. Et donc là ce qu'on pourrait faire aussi, c'est justement d'améliorer un peu cet écran de fin. Donc on va juste l'améliorer rapidement. On va dans Widget Blueprint End Screen et on va ici en haut à droite dans Designer. Voilà, ici, on clique. Et on va rajouter un petit peu de flou. Donc on va taper Blur, Background Blur, voilà. Donc on va le placer dans le Canvas Panel, nickel. Et là, si j'augmente le Blur, voilà, parfait. Donc là, ça fait tout l'écran. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Encore, on va faire en sorte que ça prenne tout l'écran. Une fois qu'on l'a mis sur tout l'écran, en fait, là, on peut gérer du coup le côté flou. Sauf que là, comme vous voyez, ça prend aussi notre texte. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est le mettre, voilà, ici tout en haut. Voilà. Là, en fait, si on le positionne ici, c'est vraiment juste pour que notre texte et notre bouton ressortent du coup de l'écran flou. Donc, on va tester ça tout de suite. Tac. On a notre petit côté flou. Et c'est parfait. Donc encore une fois, notre jeu avance, mais là, on va rajouter un peu de difficulté quand même. Ce qu'on va faire, c'est que justement, on va mettre un timer. Donc si le joueur réussit à toucher toutes les cibles avant la fin du timer, il aura gagné. Mais si au contraire, il n'aura pas touché toutes les cibles, et ben là, on perd. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc avant de continuer, je voudrais vous montrer quelques astuces. Ce que vous voyez là, en fait, c'est un player start. Donc dès qu'on va appuyer sur play, on va commencer à cet endroit-là. Donc si on déplace ce player start, et ben on va tout simplement commencer à l'endroit où on l'aura déplacé. Donc là, si j'appuie sur play, nickel, on commence ici. Il y a une autre astuce aussi qui peut être pratique si vous déplacez souvent, c'est d'aller dans les trois petits points ici et de cliquer sur Current Camera Location. Ce que ça va faire, c'est que tout simplement, dès que vous allez activer cette option et que vous allez appuyer sur Play, vous allez jouer à votre jeu à l'emplacement où vous êtes tout simplement. Donc voilà, c'était une petite astuce comme ça, j'étais en train d'y penser. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer notre timer. Donc pour ce faire, on va aller dans Game Mode ici, voilà. On va faire le timer juste après l'Event Begin Play. Donc vous cherchez dans votre blueprint l'Event Begin Play. Je vais tirer un peu pour faire de la place. Et nous, ce qu'on va appeler comme fonction, c'est une fonction qui s'appelle setTimerEvent. Voilà, parfait. Et en fait, la fonction setTimerByEvent, elle va se lancer toutes les temps de secondes. Donc, par exemple, là, si je mets une seconde, ce qui va se passer, c'est que si je tire un câble ici et que je crée mon custom event, voilà, on va appeler decrease timer, voilà, et que si par exemple là je fais un print string, voilà, parfait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que je vais commencer le jeu, ça va attendre une seconde et ça va lancer le print string. On va faire le test, on compile, on fait play, et là on voit que c'est écrit hello, mais c'est écrit qu'une fois. Alors que si j'active looping, on voit que c'est écrit hello, hello, et en fait toutes les secondes, ça va tout simplement écrire hello.
Donc nous, on va se servir de cette fonction pour créer notre timer. Donc déjà, on va devoir créer une variable qui s'appelle timer. On va faire une variable integer parce que nous, le timer, on va que ça soit des secondes. Donc je compile, je vais set le timer sur 10 secondes par exemple. Là, parfait. Et donc, à chaque fois que ça se lance, moi, ce que je veux, c'est que ça enlève justement une seconde à notre variable integer timer. Donc, on va tirer un câble ici et on appuie deux fois sur moins. Et ça, en fait, c'est l'inverse de du coup increment integer, c'est decrement integer. Donc ça va nous permettre justement de baisser d'un une certaine variable. Donc nous, on va prendre timer, on va faire get timer ici. Hop. Et là, en fait, ce que ça va faire, c'est que toutes les secondes, ça va baisser de 1 cette valeur-là. Donc, nous, on tire un câble ici. On va faire set timer. Voilà. Et en fait, set timer, du coup, à chaque fois, ça va lui dire de baisser d'un et ça va actualiser, du coup, notre variable. Donc, pour faire le test, on va faire encore une fois un print string. Voilà. Et là, du coup, dans la valeur, on va la rentrer ici. On compile, on sauvegarde et c'est parti. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est écrit 9, 8, 7, 6. Donc nickel, notre timer marche à la perfection. Mais du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'affiche à l'écran un peu mieux qu'avec le print string. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le widget blueprint ici. On va même dupliquer tout ça. Donc, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un custom event. Custom event, comme tout à l'heure ici. Sauf que cette fois, hop, là, j'appuie sur F2. On va l'appeler update timer. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va connecter ça ici. Et nous, ce qu'on veut modifier, c'est pas le score. Nous, ce qu'on veut modifier, on va aller dans designer ici. Ça, je vais le dupliquer. Hop, on va appeler ça du coup timer. Donc au niveau du texte ici, on va l'appeler timer. Je fais un espace entre les deux petits points. On reset aussi les positions. Du coup, l'encore, je vais le mettre en haut à droite. Nickel. Je reset la position. Là, on va le positionner un peu comme on veut. Bon, là, c'est un peu trop. On va le positionner là. On descend un peu. Hop. Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. On va même le déplacer un peu à gauche. Voilà, parfait. Hop, ça c'est tout bon. Du coup, on peut compiler, sauvegarder. On retourne dans Graph. Ici, on peut remove le pin. Ici, on fait clic droit et on remove. Tac. Maintenant, on supprime ça aussi, le score. Parce que la target, ce qu'on veut modifier, nous, c'est le timer. Donc, on fait ici get timer. On le met dans target. Voilà. Et du coup, en fait, on va faire comme tout à l'heure. On va appeler la variable ici. Donc, on clique là input et on va cliquer sur new parameter pour changer le nom et on va appeler ça new timer. Voilà, parfait. Et new timer, on va le connecter dans le B de append. Comme ça va déjà écrire score. Là, je vais mettre un petit espace. Ça va écrire score et ensuite, ça va écrire notre timer. Donc, on compile, on sauvegarde, on retourne dans le game mode. Là, ce qu'on va faire aussi avant l'event begin play, c'est qu'on va appeler notre fonction update timer. Voilà. Ici, target, du coup, ça va être le user interface. Hop, get user interface. Target, c'est bon. Le new timer, du coup, on va mettre la variable timer. Hop, voilà. Et ici, il faut aussi que on fasse la même chose. Donc, on va sélectionner les trois là. CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Alors, du coup, juste pour résumer, ce qui va se passer, c'est que toutes les secondes, on va enlever de 1 la valeur de la variable timer. Ensuite, cette valeur, on va l'afficher du coup dans notre widget blueprint ici. Et en fait, pour que ça affiche 10 dès le départ, on va mettre update timer ici, tout simplement. Donc, on va tester pour voir si ça fonctionne. Là, on voit 9, 8, donc c'est tout bon. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire à chaque fois que du coup ça commence la partie. On va commencer le timer justement à chaque fois que la première cible est touchée. Donc pour ce faire, on va sélectionner Update Timer, on maintient Shift et on sélectionne toutes les fonctionnalités qu'on a besoin. Hop, donc je sélectionne tout ça. Voilà, parfait. Et là, on fait CTRL X. Nickel. Déjà, l'Event Begin Play, on peut le reconnecter ici.
Et là, on va l'ajouter du coup juste après update score. Comme ça, en fait, ça va commencer uniquement dès qu'on aura touché la première cible. Donc on fait CTRL V. Voilà, on descend ça ici. Et là, si je connecte ça là, et si je connecte ça ici, hop, là, on compile, on sauvegarde, hop. Et là, timer et score sont bien affichés. Dès que je tire sur la première cible, hop, ça fonctionne. Donc ça affiche 10, 9, 8 jusqu'à 0. Et vous allez voir que jusqu'à 0, bah, du coup, ça va continuer. Ça va même aller jusqu'à moins 1, moins l'infini, en fait, tout simplement. Et nous, ce qu'on veut, c'est que si ça arrive à 0, le joueur perd. Donc pour ce faire, on va quitter. Donc là, c'est un peu n'importe quoi. Donc on va réorganiser tout ça. Donc je vais tirer ça ici. Hop, ça c'est pareil. Je vous laisse tout réorganiser aussi de votre côté. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Voilà, nickel. Ok, donc nous maintenant, ce qu'on veut, c'est que le jeu vérifie si on est à 0 ou en dessous de 0. Donc pour ce faire, on va tirer un câble sur timer et on va écrire less equal. Voilà, en fait, ça va vérifier justement si c'est inférieur ou égal à un chiffre qu'on peut paramétrer ici. Donc nous, on va laisser sur 0 parce que c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va tirer un câble ici et on va faire branche. Voilà, on connecte ça là. Une fois qu'on a rajouté notre branche, on va faire le petit plus ici. On va créer une nouvelle variable qui va s'appeler perdu avec un point d'interrogation. Et on va mettre une variable booléenne. Pourquoi booléenne? Parce que justement, est-ce qu'on a perdu? C'est tout simplement oui ou non. Donc on fait glisser notre variable et on clique sur set. Hop. Du coup, si c'est inférieur ou égal à 0, eh ben on aura perdu. Et du coup, on va pouvoir faire comme tout à l'heure. En fait, on va récupérer toute la fonction qu'on a créée ici. Sauf que là, on va le faire pour un écran du coup de défaite. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Là, on connecte ça ici. Et là, en fait, étant donné qu'on a connecté du coup toutes les fonctionnalités de tout à l'heure, si j'appuie sur play, hop, et qu'on attend du coup que le timer tombe à 0, et bah là, ça va nous afficher gagné. Sauf que nous, justement, on veut l'inverse, on veut que ça nous affiche le fait qu'on ait perdu. Comme vous pouvez le voir, en fait, là, on a une sorte de petit bug qui fait qu'à la fin du timer, en fait, voilà, ça va afficher plusieurs fois notre widget blueprint. Pourquoi? Parce que en haut à droite, on voit de moins en moins, mais en fait, notre compteur, il continue. Donc, pour corriger ça, on va tout simplement cliquer ici, on va tirer un câble et on va faire clear timer by handle. En fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, du coup, qu'on a perdu, hop, on va le glisser entre les deux. Du coup, à chaque fois qu'on a perdu, en fait, ça va tout simplement arrêter le timer. Donc là, on compile et on fait play juste pour voir si ça fonctionne. 1, 2, et ça s'arrête à 0. Nickel. Donc du coup, pour l'écran de défaite, évidemment, on va devoir en créer un autre. On va prendre notre widget blueprint. Tac, on fait dupliquer. Et là, on va l'appeler lose screen. Tout simplement. Voilà. Maintenant, déjà, on va le sélectionner ici. Donc, hop, lose screen. Ensuite, on va modifier du coup le texte. Donc, on va écrire perdu cette fois. Là, avec un petit smiley qui pleure. Voilà, parfait. Donc, on compile, on sauvegarde et on va essayer ça tout de suite. 1, 2, et c'est tout bon. Et maintenant, dès qu'on va appuyer sur recommencer, ça va nous relancer le jeu, tout simplement. Alors du coup, j'ai repéré aussi un petit problème, je vais vous montrer ça. Donc si, du coup, je touche toutes mes cibles, et ben le compteur continue toujours. Parce qu'en fait, il va falloir aussi arrêter le timer dans la condition où on gagne. Donc pour ce faire, on va faire en fait comme tout à l'heure. On va tirer un câble ici, hop, et on va taper clear timer and clear timer. On prend le premier ici, by handle. Voilà. Et là, on connecte ici. Et normalement, ça devrait marcher. On va tester ça. Et voilà, c'est tout bon, ça fonctionne. Alors maintenant, on va passer à une partie qui est vraiment, vraiment cool. C'est justement le système de destruction qui est inclus dans Unreal Engine. Vous allez voir que c'est vachement poussé. Et on va mettre en place ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà, on va aller sur notre static mesh. Voilà, donc ça, c'est le static mesh qu'on avait. Si jamais vous n'avez pas justement ce static mesh, vous le glissez sur la map et vous chargez le matériel et ça sera réglé. Donc maintenant qu'on a notre static mesh, on va aller ici et on va aller dans fracture. Voilà, ici. Et maintenant, une fois qu'on est dans fracture, ce qu'on va faire, c'est déjà tout ça, je vous rassure, on n'en aura pas besoin. C'est vraiment pour des choses très spécifiques. Nous, ce qu'on aura besoin tout d'abord, c'est de cliquer sur uniforme.
Donc on va cliquer sur Uniform. Donc la première chose à faire une fois qu'on a ouvert le Fracture Mode, c'est qu'on va cliquer sur New. Voilà. Donc là, ça va nous demander où est-ce que ça va enregistrer notre mode de fracture, notre objet qu'on veut fracturer. Nous, on veut enregistrer notre objet dans le dossier Asset, puis Target. Donc on fait Create. Voilà. Et maintenant, comme on peut le voir, on a des sortes de fractures qui sont affichées. On peut tirer aussi ici pour voir un peu plus les textes. Donc là, ici, on a quelque chose qui s'appelle Explode Amount. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est le taux d'explosion de l'objet en question. Donc là, par exemple, si j'augmente, il va rien se passer du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas paramétré les fractures. Donc là, si je clique sur fracture, hop, là, ça nous a créé justement 20 morceaux de notre objet en question. Donc là, par exemple, si je vais dans Explode Amount et que j'augmente jusqu'à 1, donc ça va de 0 à 1, on voit tout notre objet fracturé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que ça soit un peu plus fracturé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le root ici, donc sur 0, on sélectionne 0, et là, on refracture une nouvelle fois. Et là, si on retourne sur 0 et qu'on fait Explode Amount, vous verrez qu'il y en aura un peu plus. Donc on va le refaire une troisième fois, fracture. Donc là, on va dans Explode Amount, et là, vous voyez que c'est vachement plus réaliste. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Ensuite, du coup, pour voir notre objet qui se casse en temps réel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le panneau à droite. On regarde bien qu'on est dans Details et pas dans World Settings. D'ailleurs, ça, on peut le fermer pour éviter de se tromper. On va déjà cocher Enable Gravity et Simulate Physics. Une fois que ça c'est coché, ce qui va se passer, c'est que l'objet, hop, il va tomber en fait. À chaque fois qu'on va appuyer sur Play, il va tomber. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il se casse facilement. Donc pour ce faire, on va faire CTRL espace. Là, on va aller dans notre dossier où notre géométrie a été créée, tout simplement. On va ici. Du coup, là, on va décocher Mass as Density. On va mettre 1. Hop, là, on sauvegarde. Et dès qu'on appuie sur Play, on peut voir qu'il y a un petit bout qui s'enlève. Donc déjà, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller dans le Selection Mode. Voilà. On va cliquer là. On va cliquer sur All. Et quand on descend un petit peu, on peut voir Show Bone Color. Donc ça, c'est pour nous en tant que développeur pour voir si toutes les fractures qui vont être appliquées à notre objet. Donc on décoche ça. Et si j'appuie sur Play, hop, on peut voir justement que l'objet se casse. Mais ce qu'il faut pour que l'objet se casse, c'est justement un objet qui rentre en collision avec. Donc par exemple, je vais vous montrer quelque chose. Si j'appuie sur les trois petits points ici et que je clique sur Simulate, voilà, là notre objet il se casse un petit peu. Mais si on prend un autre objet, par exemple ce cube, hop, je vais prendre ce cube, tac. Donc si je prends ce cube et que j'appuie sur ma cible, on peut voir qu'elle se casse au bout d'un moment. Donc nous maintenant, on veut l'appliquer sur notre projectile, on veut que ce soit notre projectile qui casse cette cible, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors si par exemple, je prends mon arme et que je tire dessus, comme vous pouvez le voir, ça change pas grand-chose. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement faire CTRL espace. Là, on va aller du coup dans notre First Person, Blueprint, la BP First Person Projectile. Hop. Ici, du coup, on va supprimer Destroy Actor. Et ensuite, on va appeler une fonction qui s'appelle Spawn Actor from Class. Voilà. Et ici, on va appeler une classe qui s'appelle FS Masterfield. Voilà. Et là, ce qu'il faut rentrer dans Spawn Transform, c'est justement le Get Actor Location. Donc c'est ce qu'on va faire. On va glisser ça ici. On compile, on sauvegarde, on appuie sur Play. Et là, dès qu'on va tirer sur notre cible, hop, ça se casse bien, mais par contre, il y a un petit temps de latence. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici et écrire CE Trigger. Voilà. Et normalement, c'est tout bon. Ça va enlever ce petit temps de latence. On prend l'arme, on tire dessus, et voilà, ça casse directement notre cible. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est justement remplacer toutes nos cibles par des cibles qui sont totalement cassables. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le Content Drawer, on va aller dans BP Cible, et SM Target, on va pouvoir, là si je clique sur Viewport, SM Target, on va pouvoir supprimer ça, voilà. Hop, et là, c'est pas grave, c'est juste ce qu'on avait mis en place tout à l'heure, mais c'est... On va remplacer ça, donc on supprime aussi. On va dans Viewport. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer du coup ce qu'on avait dans Content, Target et SM Target. Là, on fait un glisser-déposer ici. Et du coup, comme tout à l'heure, en fait, il va falloir mettre un événement qui s'appelle onComponentHit. Donc à chaque fois que l'objet est touché par un autre objet.
hop, Other Actor dans Object, on compile, on sauvegarde. Et si là on lance, là on va même lancer depuis le start, hop, voilà. Là on peut voir que nos objets, le problème c'est qu'ils tombent directement. Donc ce qui est cool c'est que ça marche. Bon, là j'ai perdu du coup vu que le timer est set à 2 secondes. Là on peut voir que ça marche, mais par contre ils tombent direct. Nous c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc pour remédier à ça, une fois qu'on est ici, on aura plusieurs paramètres à changer. Donc notamment, on va cliquer ici sur GCSM Target. On va descendre, on va cliquer sur Block All. Voilà, parfait. Ensuite, dans Simulate Physics, on va cocher la case et on va Disable la Gravity. Donc là, ici, je décoche et on va tester ça directement. Si je prends mon arme et que je tire dessus, hop, ça rajoute les points et ça casse mes cibles. Le seul problème, c'est que du coup, mes cibles, elles sont un peu trop proches. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette cible, on va l'éloigner un peu. Je vais la mettre un peu en hauteur. Cette cible, je vais la mettre par ici. Et celle-là, je vais la reculer aussi un peu. Voilà, maintenant on va tester ça. Si je tire dessus, c'est tout bon. Et si je tire sur celle-là, parfait. Et si je tire sur celle-là, nickel. Donc tout fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre jeu progresse super bien. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. Moi, ça soutiendra ma chaîne et ça me permettra aussi de vous faire d'autres tutoriels poussés comme celui-ci. Et quelque chose de très important, si vous prenez justement la création de jeux vidéo très au sérieux et que vous voulez vendre votre propre jeu, je vous laisse aller dans la description. Donc j'ai créé une formation gratuite qui va vous permettre justement de voir les bases pour vendre son jeu. Donc si vraiment vous voulez en apprendre plus sur la création de jeux et sur la vente de manière générale, n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Donc c'est officiel, notre jeu est quasiment terminé. La dernière chose qui nous reste à mettre en place, c'est justement l'environnement qu'il y a autour. Donc pour ce faire, on va se rendre sur la boutique Epic Games. Donc ce qu'on va faire pour avoir un environnement assez cool, on va se rendre justement sur l'Epic Game Store. Une fois qu'on clique sur Unreal Engine, on arrive sur un panneau d'affichage comme celui-ci. Et en fait, on va chercher Electric Dream. Voilà, parfait. Et là, on va trouver ça ici. Donc, ça pèse 60 gigas et il me semble que ça prend le double parce qu'il fait une copie sur votre ordinateur. Donc, si vous avez la place, installez-le. Sinon, c'est pas très important, c'est juste du détail visuel. Mais si vous pouvez le faire, c'est cool. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Free ici. Voilà. Là, ça charge un peu. Hop, maintenant, on va faire créer un projet. Et là, on va pouvoir créer notre projet. Donc là, moi, je vais cliquer sur créer. Et là, du coup, ça va me faire une installation de 60 gigas et on se retrouve juste après. Alors, une chose à savoir aussi avant de télécharger justement cette map-là, il faut savoir que ça fait partie des maps les plus gourmandes en ressources. Donc, en termes de spec, il recommande une 2080 avec 8 gigas de VRAM. Donc, si vous avez cette carte graphique, c'est parfait. Et il faut aussi un bon processeur à côté. Donc, vous pouvez tester de faire tourner ça. Mais si votre ordinateur ne fait pas tourner ça, sachez que c'est totalement normal. C'est vraiment en fait pour présenter les fonctionnalités d'Unreal Engine à son maximum. Pour ceux qui vont pouvoir faire tourner ça à même 20-30 FPS, vous allez voir que c'est magnifique. Sinon, c'est vraiment pas du tout grave et ça veut pas dire que votre PC est pourri. Ça veut juste tout simplement dire que c'est la nouvelle génération justement de graphisme. Mais pour créer votre jeu, vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur aussi puissant. Là, c'est vraiment pour l'exemple et pour la vidéo. Donc, une fois que le projet est téléchargé, ce qu'on peut faire déjà, c'est l'ouvrir, juste pour justement se balader dans cet environnement qui est proposé par Unreal Engine. Donc ça va mettre un peu de temps, surtout si c'est la première fois, parce que le logiciel va devoir compiler tous les shaders. Donc ça va prendre pas mal de temps. Donc encore une fois, on aura juste à patienter. Ok, donc une fois que ça s'est lancé, ici on a quelques indications, comme par exemple les specs recommandés pour votre ordinateur. Donc ici on va devoir avoir un CPU avec 8 corps et 3,6 GHz, 32 Go de RAM, une 2080 ou plus, 8 Go de VRAM. Après, ça peut tourner sur des cartes graphiques qui sont un petit peu moins puissantes, mais en tout cas, c'est eux ceux qu'ils conseillent pour avoir une bonne expérience pour tester cet environnement. Ensuite, on aura du coup plusieurs choix. Donc, soit on charge la map en entier, et ce qui va être très très gourmand en ressources, soit on charge justement une map qu'ils ont appelée Close Range. Donc, ça veut dire que c'est la map, mais en taille réduite. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le Content Drawer, d'aller dans Level, et ici, justement, vous pouvez trouver la map en question.
Donc cette map, ça va être la map la plus grosse, la plus gourmande en ressources. Donc si vous avez le minimum des specs, vous pourrez le faire tourner. Et si vous voulez juste tester le petit environnement, du coup, vous allez devoir vous tourner sur cette map-là qui s'appelle Electric Dreams PCG Close Range. Donc moi, je vais lancer cette map-là. Donc là, même quand vous avez lancé la map, vous allez devoir encore attendre une dernière fois justement que les shaders soient tous compilés. Donc c'est normal que vous voyez des textures un peu buggées ou alors un taux de rafraîchissement au niveau des FPS assez bas. C'est vraiment tout à fait normal. Il faut juste attendre en bas à droite que ça soit rempli à 100%. Donc là, j'ai passé Windows en clavier US justement pour pouvoir me déplacer. Donc là, je vois que pour accélérer, c'est R. Donc je vais appuyer une ou deux fois dessus pour augmenter un peu la vitesse. Et ensuite, c'est A et E pour descendre une fois qu'on est passé en clavier US sur Windows. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez impressionnant. Même quand on regarde la taille de l'environnement, c'est un truc de dingue. Et si c'est autant gourmand en ressources, bah déjà, c'est par le nombre justement d'assets qui est présent sur la map, le nombre d'objets. Et aussi le niveau de détail qui est assez hallucinant quand même, hein. Quand on se rapproche, on peut voir qu'ils n'ont pas du tout lésiné sur les détails. C'est vraiment magnifique. Donc là, maintenant que c'est fait, que vous soyez sur la grande map ou la petite map, c'est pareil. De toute façon, on va faire la même chose. On va juste ramener notre jeu dans cet environnement-là. On se retrouve tout de suite. Alors pour migrer justement notre jeu dans notre nouvel environnement, ce qu'on va devoir faire, c'est du coup aller sur notre projet principal. Ensuite, on va faire CTRL espace pour ouvrir le Content Drawer. Et là, on va chercher notre game mode qui a été utilisé tout au long de ce tutoriel. Donc une fois sur le game mode, on fait clic droit, on va dans Asset Location et on va chercher Migrate. Voilà, Migrate qui est ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Unreal Engine va chercher tous les dossiers et les fichiers qui sont associés au game mode Migrate. Donc le logiciel est assez intelligent pour ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il va chercher tout seul. On n'aura pas besoin de déplacer tous les dossiers manuellement. Donc c'est vachement pratique. On clique sur OK. Et là, du coup, on va chercher la map en question. Donc moi, pour le coup, c'est Electric Dreams Environment. Donc là, je vais dans Content. Et une fois dans Content, on clique sur Sélectionner un dossier. Donc là, il me dit que c'est déjà fait parce que je viens de le faire pour tester. Et ce que vous faites, c'est vous cliquez sur Yes. Maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir ouvrir bah, du coup notre nouvelle map. On va dans Open Project, Electric Dreams Environment. Donc une fois ici, ce que je vais faire, c'est que je vais... du coup, déjà, on peut vérifier que tout est bien chargé, donc c'est parfait. Et maintenant, on va dans Level, level qui se trouve ici. On va ouvrir notre map. Voilà, ça charge. Ok, super. Donc, une fois sur la map, maintenant, déjà, je vais réduire un peu la vitesse de ma caméra. Voilà. Donc, une fois ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement pouvoir bah, placer nos cibles, hein, tout simplement. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le Content Drawer, donc contrôle espace. Ensuite, je vais chercher mon dossier first person, BP cible. Voilà. Donc là, je fais un glisser-déposer. Donc là, ma cible, elle est allée un peu loin. Donc je vais la rapprocher un peu. Voilà. Je la monte. On va rotate aussi un petit peu ça. Voilà, parfait. Maintenant, je vais l'agrandir aussi. Parfait. Ensuite, celle-là, je vais la dupliquer. Donc, je maintiens Alt et je tire vers l'endroit voulu. Voilà, parfait. Pareil, je maintiens Alt et du coup, je vais déplacer celle-ci. Celle-là, je vais la supprimer. Je vais les écarter un peu aussi. Celle-là, où est-ce que je pourrais la mettre? Je vais la reculer un peu, celle-là. Voilà, je vais la mettre ici. Ensuite, cette cible-là, je vais la mettre par là. On rotate. Tac. Je vais la mettre ici, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vais avancer un peu. Et je vais faire CTRL-ALT. Et je vais l'amener par ici. Tac. Voilà, donc là, je vous laisse placer vos cibles un peu où vous le souhaitez. Ça, c'est pas très important. Voilà, nickel. Et enfin, je vais peut-être en mettre une dernière par là. Voilà, c'est parfait.
Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que dès que on va commencer, bah, on n'aura pas de pistolet et le player start est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le pistolet dans le coin. Où est-ce qu'il est? Il est là. Là, je vais le poser par ici. On va le mettre un petit peu en évidence. Voilà, nickel. Maintenant, on a quelques trucs à corriger. Donc déjà, on va aller dans World Settings et on va chercher notre game mode. Donc game mode cible, voilà, parfait. Et aussi, on va modifier le timer. Donc on va aller dans notre game mode. Voilà, on va ouvrir ça. Je vais chercher notre timer. Je vais mettre... Allez, on va se laisser un peu de temps, on va dire 1 minute, c'est très bien. Tac, je vérifie si tout est bon. Ok, ça c'est connecté, c'est bon. Ok, parfait. On va pouvoir tester tout ça. Donc ça y est, on va enfin pouvoir tester notre jeu final. Donc le timer débute dès qu'on touche la première cible. C'est parti. Hop, petit lag évidemment, vu que c'est hyper gourmand en ressources. Et en plus j'enregistre mon écran, donc là je vous dis même pas. Hop, la deuxième cible fonctionne. La troisième cible, c'est tout bon. Hop, la quatrième, c'est touché. Là, on voit les débris qui tombent, vu que la gravité est nulle. Hop, là, on tire. Et là, c'est gagné. Donc si je clique du coup sur le bouton recommencer, ça va charger notre première map en fait, vu que le game mode est basé sur ça. Donc si vous avez été attentif à la vidéo, normalement vous pourrez changer le fait que on respawn justement sur la map que l'on souhaite. Félicitations, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez suivi le tutoriel au complet. Encore une fois, si vous avez le moindre souci avec telle ou telle fonctionnalité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc moi, je vais vous répondre assez rapidement, justement, et je vais voir de mon côté pour gérer le problème. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Pour toutes les personnes, justement, qui sont intéressées pour en apprendre un peu plus sur Unreal Engine, j'ai créé une formation gratuite qui va vous permettre de voir tous les aspects qu'il va falloir prendre au sérieux pour vendre votre propre jeu vidéo. Donc le lien se trouve en description. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, c'était Johan.